Je vais vous présenter notre conférencier du jour, un de nos conférenciers. C'est Carl Lacharité, qui est psychologue, professeur au département de psychologie à l'UQTR, qui est chercheur au Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et la famille. Sa carrière est débutée comme psychologue auprès des enfants, des adolescents, de leurs parents, une pratique qui l'a amené à œuvrer dans divers contextes, du milieu scolaire à l'action communautaire, en passant par la pratique privée. Depuis plusieurs années, ses recherches visent à comprendre et développer des méthodes d'intervention auprès des enfants et des familles en grande détresse psychosociale. Et son expertise et sa bienveillance l'amènent également comme expert à l'international. Mesdames et messieurs, Carl Lacharité, pour nous présenter la conférence d'ouverture « Aller à la rencontre des mères et des mères, enjeux et stratégies d'action ». Bonjour, Carl. Merci, merci. Alors, je vais prendre cet outil, oui, voilà. Là, vous avez mis la barre haute, hein? Animé, palpitant. Donc, ça... Oui, c'est ça, c'est des mots-clés. Merci d'être là et de commencer à m'écouter. Et je vous remercie d'avance aussi de rester tout le long de ma conférence. C'est toujours un enjeu pour moi de me retrouver devant des personnes qui sont dédiées à l'intérieur de leur travail, de leur métier, que celui-ci soit un travail rémunéré ou non. Et vous allez voir au cours de ma conférence que je considère que être parent, c'est aussi un métier. Okay? Et c'est aussi un travail. Okay? Et que quand, justement, on est en train de parler de la rencontre entre des mères et des pères et toutes sortes de personnes qui se dédient à leur bien-être, il n'y a pas juste ces dernières personnes qui sont en train de travailler dans cette rencontre, il y a aussi les parents qui le font. Et les travaux que je mène depuis plusieurs années cherchent justement à mettre en évidence comment est-ce que lorsqu'on est mère, lorsqu'on est père, on arrive à travailler avec d'autres personnes qui s'intéressent, sont préoccupées par le bien-être de nos enfants, mais aussi par d'autres personnes qui sont préoccupées par notre bien-être également. T'sais, on parle, le titre de la journée aujourd'hui, c'est « Être complice des parents ». Et donc, on se retrouve à être ensemble. L'expression que j'utilise, c'est à former une équipe autour des enfants. Et les parents font partie de cette équipe. Mais il faut aussi, je pense, très clairement se dire que penser aux besoins des enfants, c'est de comprendre que le premier besoin d'un enfant, c'est le besoin d'avoir des parents. Okay. Après qu'on ait dit ça, je pense qu'on peut être en train de nuancer, de déplier des choses, mais c'est important de comprendre que ce qu'un enfant a besoin, c'est d'avoir une mère, d'avoir un père, qui peut ne pas être les personnes qui étaient là lorsqu'ils sont venus au monde, qui peut aussi être des personnes qui rentrent et sortent dans leur vie, lorsqu'on pense par exemple aux pères en situation de séparation. Bon, et ce qui est important, c'est de comprendre l'exercice du rôle de parent comme étant quelque chose que les enfants ont besoin. Okay. Et donc, en fait, ça fait toujours un peu bizarre pour moi d'entendre l'expression « comment les parents peuvent être nos partenaires ». Parce qu'il faudrait revirer la crêpe à l'envers. En fait, le travail qu'on a à faire, la complicité, c'est comment nous, on peut être des partenaires, des parents. Okay. Parce que s'il n'y a pas ça dans leur vie, on se retrouve avec un beigne, hein? Un beigne, c'est rond avec un trou au milieu. C'est vide. Okay? Et donc, on ne veut pas se retrouver à être une société de beignes pour nos enfants. Okay? Il y a toutes sortes de beignes aussi. Il y a des beignes qui sont fourrés, là, hein, puis que, bon, c'est ça. Bref, vous voyez l'image. On peut faire dire plein d'affaires avec une image. Hein? Ça vaut 1000 mots. Que choisissez les mots.
Je me présente ici également. Bon, on m'a présenté avec une série de titres et d'accomplissements. Mais en fait, je voudrais ici être en train de mettre la table sur le fait que je ne me présente pas ici simplement dans mon rôle de chercheur ou dans mon rôle d'intervenant, de praticien, de personne qui a à cœur de pouvoir soutenir des parents, mais je me présente ici avec le point de vue d'un parent aussi, le point de vue d'un père, d'un grand-père. Et j'aurais pu ajouter d'autres points de vue également. Je pourrais me présenter ici avec le point de vue d'un fils. Okay? Je pourrais me présenter ici avec le point de vue d'un oncle, d'un grand-père, d'un voisin également. Et ce que je cherche à faire en mettant la table de cette façon-là, c'est que pour moi, je ne sais pas si pour vous, vous arrivez à le faire, mais pour moi, c'est à peu près impossible de séparer ces différents points de vue. Lorsque j'ai à regarder, à examiner, à porter attention à l'exercice du rôle de parent, et encore plus impossible de le faire lorsque j'ai à me pencher sur des situations qui vulnérabilisent, qui fragilisent l'exercice de ce rôle-là, des mères, des pères, dans la vie de leurs enfants et dans la vie de cette équipe qui se retrouve autour de leurs enfants. Quand je parle d'être parent, d'être intervenant, acteur d'une organisation de service ou chercheur, peut-être qu'ici, il y a des gens qui ne sont pas des parents. Okay? Certainement ici, la grande majorité des gens ne sont pas des chercheurs. Okay? La grande majorité des personnes ici sont probablement des intervenants, des agents de changement, des gestionnaires, des cadres qui, justement, servent à soutenir l'intervention. Quand j'utilise ces 3 points de vue, je les utilise aussi pas comme des statuts, mais comme des façons particulières de regarder les choses. Et l'être humain a une capacité magnifique qu'on appelle l'imagination. Okay? On peut facilement s'imaginer, même si on n'est pas parent, être dans ce rôle-là. On peut facilement s'imaginer, même si on n'est pas des chercheurs, se retrouver à se poser toutes sortes de questions pour essayer de comprendre ce qui se passe. Même chose pour les intervenants. Donc, ce travail d'imagination, je fais une parenthèse, j'ai longtemps travaillé avec des sages-femmes. J'ai enseigné au programme de formation des sages-femmes à l'UQTR pendant une dizaine d'années. Et j'ai côtoyé là des femmes qui avaient une longue carrière de sage-femme et qui n'avaient jamais elles-mêmes mis au monde un enfant. Mais je vous jure que la capacité d'imaginer, elles l'ont utilisé de façon exquise. Okay? Quand je parle avec ces sages-femmes-là et que je leur demande à quoi ça ressemble un accouchement, elles ne me le décrivent pas de l'extérieur. Okay? Elles me le décrivent de l'intérieur. Okay? Donc, cette capacité à pouvoir envisager, imaginer, comprendre de l'intérieur, c'est à ça que je vous convie ce matin et puis tout le reste de la journée. Donc, comment vous arrivez ici ce matin? Avec quel genre de point de vue? Et comment vous allez les combiner, ces points de vue-là? Je vous invite donc à ne pas n'avoir qu'un seul point de vue, mais à en adopter plusieurs points de vue, et puis à faire en sorte que ces points de vue-là soient en relation les uns avec les autres. Dans ma vie personnelle, j'ai commencé à être un intervenant et un chercheur à peu près au même moment où j'ai commencé à être un père. Ça a été fondateur dans ma vie, sous maintes égards. Okay? Donc, je rencontrais des parents dans toutes sortes de contextes, et soit pour de la recherche ou soit dans mon rôle de psychologue.
Et j'entendais, par exemple, des mères et des pères me raconter leur semaine qui venait de précéder. Et puis, je les entendais raconter que c'était difficile. Ça a-tu une garantie, ça, un bébé? Il est où le mode d'emploi là-dessus? Donc, toutes sortes de choses que l'on entend. Et je les écoutais, et puis je me disais, ah, c'est exactement les mêmes questions que je me suis posées hier soir. OK? Et tout le reste de la nuit. OK? Et là, c'était impossible pour moi d'entrer en relation avec eux en me disant, je ne me les pose pas, moi, ces questions-là, désolé, mais ou en entrant en relation avec eux en me disant, ça ne m'arrive pas, moi, d'être complètement dépassé par la situation, puis que si ça m'arrive, il ne faut pas que ça paraisse. OK? Désolé, mais pour moi, c'était impossible de me considérer comme étant quelqu'un qui est différent de ces personnes-là, même si la rencontre se faisait dans un cadre où ce n'était pas mon rôle de parent, mon expérience de parent qui était à l'avant-scène, même s'il était à l'arrière-scène, je n'étais pas en mesure de pouvoir me couper de ça. Et ça a été salutaire pour moi. Okay? C'est ce qui m'a permis de pouvoir être un chercheur qui prend en considération de manière particulière ce qui se passe dans la vie des pères et des mères. C'est aussi ce qui m'a appris à être un intervenant qui porte également attention à qu'est-ce que ça veut dire être un père ou une mère. Vous savez, comme psychologue, on reçoit des gens, des adultes, pour toutes sortes de problèmes, anxiété, dépression, difficultés dans leurs relations de couple. Et rarement, mes collègues portaient attention au fait que l'adulte, la mère, la femme ou l'homme qui était devant eux ou qui est devant eux, est une mère ou un père. Okay? À moins d'arriver en consultation avec ce genre de motif. Je suis là parce que j'ai des difficultés de maman ou de papa avec mes enfants. Non, je suis là parce que je me sens mal dans ma peau. Moi, c'était impossible pour moi de pouvoir écouter cette personne-là et puis d'être en train de me dire que cette personne-là, cette femme, elle a des responsabilités à l'égard d'enfants, de jeunes enfants. Et ce que je fais avec elle doit tenir compte de ça. Okay? Donc ici, aujourd'hui, on est tous des personnes, probablement, qui ont comme intérêt et comme préoccupation ce qui se passe dans la relation entre une mère et un père et ses enfants. Mais on est aussi constamment en relation avec plein d'adultes pour différentes raisons. Et c'est important de pouvoir prendre en considération le fait que plusieurs de ces adultes ont une responsabilité sociale importante, celle du bien-être des enfants, de leurs enfants dans notre société. Donc, on ne peut jamais être en train de dire que notre société, elle n'inclut pas les enfants. En fait, ce que je suis en train de vous parler, c'est comment on peut concevoir notre société comme une société à la hauteur des enfants. Okay? Puis chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, en quelque part, il y a un ou plusieurs enfants que cette personne ou ces personnes vont avoir comme responsabilité. Peut-être pas directe, mais indirecte. Et comment on circule à l'intérieur de notre vie en ayant en tête que notre société, c'est une société pour les enfants. Okay? Si on n'est pas une société comme ça, on est mieux de fermer la shop. Okay? C'est assez clair, là. Si on considère que l'environnement, c'est aussi important, c'est parce qu'on se place à la hauteur d'enfants. Okay? Si on considère que le développement économique, c'est aussi important, c'est parce qu'on se place à la hauteur d'enfants. Okay? Donc, tous les thèmes de notre société, la justice, etc., si on peut le regarder en examinant ça à la hauteur des enfants, ben, on est en train de se donner une bonne chance d'avancer. Je veux prendre, parce qu'il faut que je finisse avant 10h30, hein? C'est ça, hein? Oui.
parce qu'il y a plein d'autres personnes. En fait, ce que j'ai dit à Bernard tout à l'heure, c'est que moi, je suis ici juste pour faire la première partie du spectacle principal qui va se passer dans les ateliers. Et donc, je ne veux pas perdre la conscience de la place que j'occupe ici aujourd'hui. Donc, je suis ici pour mettre la table. Et je vais rapidement avec vous déposer des idées. Des idées que je souhaite partager, des idées qui ont émergé dans le courant de mon travail, des idées qui découlent des travaux qui m'amènent à être en contact régulier avec des mères, des pères, des grands-mères, des grands-pères, et qui, pour plusieurs de ces personnes-là, se retrouvent dans une situation que l'on en est venu à appeler de vulnérabilité. Première de ces idées que je dépose ici, puis ce sera probablement tout au long de la journée des éléments dont vous voudrez peut-être vous emparer, discuter, débattre autour de ça. Peut-être que dans les ateliers, ça va revenir. Première idée, la vulnérabilité, ce n'est pas une caractéristique des personnes. Un contexte, un espace social qui est corrosif de l'interdépendance entre les personnes. Souvent, on a tendance à considérer que la vulnérabilité, les personnes en sont les propriétaires. Okay? On va parler de mères vulnérables, on va parler d'enfants vulnérables, de familles vulnérables. Mais lorsqu'on fait ça, on est en train de présupposer que la vulnérabilité, c'est quelque chose que ces personnes-là ont pris pour elles-mêmes. Okay? Et puis, c'est devenu une caractéristique, une qualité ou un défaut personnel, une faille personnelle. La vulnérabilité, ce n'est pas ça. Parce que si c'était ça, la vulnérabilité, l'opposé serait l'invulnérabilité. Okay? Qui ici a envie ce matin de se déclarer invulnérable? OK? J'attends. OK. Donc, quand on se présente devant des personnes que l'on dit vulnérables, la voie royale que l'on a pour se présenter devant ces personnes-là, c'est d'afficher que nous, on ne l'est pas. Okay? Et donc, si on ne l'est pas, logiquement, on est invulnérable. C'est tellement loin de la réalité. Okay? Et puis, la mère ou le père qui est devant nous s'en rend tellement compte que ça ne tient pas, mais ça ne tient pas du tout. Même si on essaie de faire plein de choses pour rester à flot un peu comme ça parfois, parce que vous savez, la vulnérabilité comme situation, comme contexte, ça n'affecte pas que les enfants et les parents, ça affecte aussi toutes les autres personnes qui rencontrent ces enfants et ces parents dans leur espace de vie. Okay? Donc la vulnérabilité, on ne peut pas intervenir auprès des enfants et des parents comme si on avait le bras canadien là, dans l'espace. On reste à l'intérieur du cockpit, là, puis là, on manipule le bras pour aller réparer telle ou telle chose. Et puis quand on a fini, on rétracte le bras. Et puis là, on se dit à la fin de la journée que j'ai fait une belle job. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. En fait, chaque fois qu'on a à entrer dans la vie de ses enfants et de ses parents, on entre dans cet espace social de vulnérabilité. On entre évidemment avec nos ressources. Okay? Avec nos connaissances, avec nos relations, avec nos liens, mais on entre dans cet espace de vulnérabilité. On devient tout autant affecté par cette vulnérabilité que les enfants et les parents qui sont devant nous. Et évidemment, quand on a à faire ce genre de travail, l'expression que j'utilise, c'est « on doit se mouiller ». OK? On ne peut pas faire un travail avec des parents et des enfants sans se mouiller. Okay? Mais il faut aussi se dire, si on se mouille, comment on va faire pour se sécher? Okay? C'est pas une idée qui est bien compliquée, là, hein? Quand on se mouille,
habituellement, on va vouloir se sécher. Donc, travailler avec des parents dans ces espaces de vulnérabilité, ça veut dire être en train de porter attention à comment on va entrer, mais comment aussi on va ressortir de ces situations. Qu'est-ce qu'on va retenir de ces situations pour nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on va apprendre de ces situations? Comment on va déposer les choses que ces situations vont susciter pour nous? Ça vous arrive-tu, je m'adresse aux intervenants, ça vous arrive-tu de vous retrouver devant des parents, des familles, des enfants qui expriment de l'impuissance face à leur vie? Okay? Mais j'imagine que ça vous arrive aussi tout aussi souvent, vous-même, de vous sentir impuissant ou impuissante à les aider. Donc le sentiment d'impuissance, c'est quelque chose qui est distribué socialement. Okay? La honte, l'hésitation, plein de choses, mais aussi la joie, la fierté. Okay? Ce sont des sentiments qui sont importants à l'intérieur de ces rencontres. La question de l'interdépendance, c'est si on conçoit la vulnérabilité comme un espace, comme un contexte, comme un cadre, à ce moment-là, l'opposé de la vulnérabilité, ce n'est pas l'invulnérabilité. L'opposé, c'est de l'interdépendance. C'est le fait de se retrouver à pouvoir s'appuyer les uns sur les autres, à avoir la possibilité de compter l'un sur l'autre. Okay? Si on n'avait pas cette conception de la vulnérabilité, on ne comprendrait pas c'est quoi se développer comme enfant. Les enfants, ils se développent parce qu'ils se retrouvent en situation de vulnérabilité. Donc, les enfants se développent, arrivent à bien se développer parce qu'il y a des relations, des liens d'interdépendance qu'ils créent autour d'eux pour pouvoir justement avancer. C'est la même chose avec les parents. Parce que je vais vous annoncer une nouvelle. Les parents aussi se développent. Et en fait, j'ai un étudiant qui a travaillé sur une recherche sur les soins en fin de vie. Et le titre de son travail, c'est dans le titre de son travail, c'est comment ça continue d'être un contexte de développement de la personne. Okay. Donc, en fin de vie, le développement existe aussi et vraiment beaucoup en raison de la vulnérabilité. Se développer et être vulnérable, c'est quelque chose qui va ensemble. C'est pas honteux. Okay. Donc, cette question de l'interdépendance, ça met au centre du travail que l'on fait et du travail que les parents font, l'importance des relations. Donc, le véritable enjeu, ce n'est pas de montrer quoi faire aux parents ou de faire à leur place, c'est plutôt d'établir et de maintenir une relation, une alliance avec eux, malgré les obstacles ou les contraintes. Quand on crée une relation, quand on cherche à la maintenir, et puis on sait que avec plusieurs parents, dans certaines situations, ça va vraiment être difficile, okay? On sait, mais c'est ça le travail à faire avec eux. Et c'est ça le travail que ces pères et ces mères ont à faire avec nous aussi, de maintenir une relation. Okay? De faire en sorte de maintenir cette interdépendance, de l'établir et de la maintenir. Okay? À travers ça, on va pouvoir montrer quoi faire. À travers ça, on va pouvoir faire à la place parfois, parce que ça va être quelque chose d'intéressant. Mais ce qui est vraiment le plus important, c'est cette relation. Okay? Les principaux indicateurs d'une perturbation ou d'une absence de relation ou d'absence d'alliance avec les parents, ce n'est pas leur acte de résistance, mais c'est plutôt les pratiques de blâme et les pratiques d'imposition du jugement et des savoirs des autres personnes qui rentrent dans leur vie. Les parents qui se retrouvent dans ces situations de grande vulnérabilité, leur acte de résistance, le fait de nous envoyer CHIER, le fait de oui, puis de faire complètement autre chose. Vous connaissez, là, il y a toutes sortes
d'actes de résistance, ce sont des actes de relation. C'est des actes pour entrer en relation, pour rester en relation, pour exister dans la relation que vous leur offrez. Okay? Ce n'est pas un indicateur d'absence de relation. Un indicateur d'absence de relation, c'est lorsqu'on se met, nous, comme intervenants, à les blâmer ou à imposer nos jugements. Là, c'est comme si on est à l'extérieur de la relation. Elle n'est pas là, cette relation. Les parents se retrouvent ici, puis nous, on se retrouve en haut. Okay? Ça, là, ça ne fait pas un dialogue, ça fait 2 monologues. Okay? Ça vous arrive de vous retrouver dans cette situation-là, vous avez l'impression de dire quelque chose, puis les parents ont l'impression de dire d'autres choses, puis là, ça ne se croise pas. Okay? Les parents existent à travers leurs liens, évidemment avec leurs enfants, mais aussi avec les personnes qui partagent avec eux la responsabilité de ces enfants. Être parent, ça veut dire être en lien. Okay? On ne peut pas exister comme mère ou comme père si on ne fait pas apparaître, si on ne rend pas visible des liens. Pas juste avec les enfants, mais des liens avec plein d'autres personnes autour. Être parent tout seul comme ça, être une mère monoparentale qui s'occupe toute seule ou père monoparental qui s'occupe toute seule de ses enfants, c'est pas une situation qui est tenable. Okay? Il y a plein de personnes qui vont réussir à le faire, mais l'exemple que je donne, c'est comme la plongée en apnée. Hein? La plongée en apnée, là, vous voyez, j'ai presque même ça ici, un snorkel, là, hein? Et puis un masque, puis là, on est dans les Caraïbes, on s'en va dans la mer, puis là, on prend une grande respiration. Et on plonge pour aller voir la barrière de corail. Les magnifiques couleurs, on est en dessous de l'eau. La première minute, c'est super. C'est comme si, wow, magnifique comme expérience. Plus le temps avance, moins ça devient confortable. Les couleurs deviennent moins vives tout à coup. Puis à un moment donné, on s'en calisse. Des couleurs, il faut qu'on remonte. Okay? Il faut vraiment qu'on remonte. Parce que c'est une question de vie ou de mort, là. Désolé, là. Fait qu'être parent tout seul, comme ça, c'est faire de la plongée en apnée. Il y a des parents qui réussissent à le faire justement parce qu'ils ont cette capacité à pouvoir remonter à la surface régulièrement dans leur vie, puis après, oups, ils replongent. Okay? Mais il y a plein de parents qui sont en train de se noyer lorsque on considère que les liens autour d'eux sont essentiellement des liens avec leurs enfants. Et les parents, en général, vont faire des pieds et des mains pour garder le lien avec leur enfant, pas parce que ça leur appartient, leur enfant, mais parce que ça leur appartient, le rôle de mère ou de père. Okay? Pourquoi des parents qui s'accrochent parfois à leurs enfants, malgré toutes les faiblesses qu'on leur a démontrées qu'ils pouvaient avoir, ils s'accrochent pas à eux, ils s'accrochent à eux-mêmes. Okay? Ils s'accrochent à qui leur enfant leur permettent d'être. Comment leur enfant leur permettent de se développer. C'est à ça qu'ils s'accrochent. Donc, pensez l'exercice du rôle de parent comme étant un phénomène de lien. Ça veut dire que chaque fois qu'on entre en lien avec des parents, qu'est-ce qu'on leur offre? Okay? Qu'est-ce qu'on leur offre à eux, à ces personnes-là? Comment on enrichit leur expérience de parents? C'est d'ailleurs une réflexion que les organismes communautaires familles au Québec ont fait il y a 12 ou 15 ans, plutôt que d'aborder le travail qu'ils font à partir de notions comme le développement des habiletés parentales, le développement des compétences parentales, qui, à un moment donné, surtout avec des parents en situation de vulnérabilité, en fait, ce que ça signifie, c'est qu'ils sont incompétents puis inhabiles, et puis on est dans leur vie pour venir leur montrer quoi faire. Okay? Disons que ce n'est pas une plateforme tout à fait intéressante pour pouvoir faire de l'action communautaire autonome auprès des familles. Okay? Et donc, dans ce réseau-là, ils ont ensemble collectivement construit que ce qu'ils font,
c'est d'enrichir l'expérience des parents. Il contribue à rendre plus riche, à rendre plus dense l'expérience qu'une mère d'un bébé de 3 mois peut avoir, tout autant que l'expérience qu'un père de 4 enfants adolescents peut avoir. Okay? Donc, comment on peut partir de cette expérience-là? Donc, être parent, c'est être en lien, et c'est de vivre à travers les liens que l'on a autour de nous. Par conséquent, les parents peuvent difficilement être plus compétents que le réseau qui les soutient. Ça, c'est une loi de la nature. Okay? Si vous avez devant vous un parent que vous considérez incompétent, vous êtes en train d'avoir une opinion à propos de cette personne-là, mais vous êtes en train aussi d'avoir une opinion à propos du rôle que vous jouez dans sa vie également, et à propos du réseau autour de cette famille. Et vous en faites partie. Si vous avez le mandat de juger de la compétence ou de l'incompétence d'un parent, si vous avez envie ou l'idée que vous trouvez que c'est une bonne idée de faire ça, mais vous faites partie de ce réseau-là. Donc l'incompétence, autant que la compétence dans l'exercice du rôle de parent, c'est quelque chose qui est distribué socialement. On n'est pas juste en train de parler des personnes, on est en train de parler de leurs liens. Okay? Autre idée, puis je vais terminer avec des idées là-dessus. Les parents vont vraiment difficilement développer ces liens, ces relations, ces alliances avec leur entourage sur la base de l'idée ou la notion ou le concept de développement de l'enfant et l'évaluation des problèmes, des retards de développement de cet enfant-là, mais ils vont plutôt le faire sur la base de leur enfant qui se développe et sur la base de leurs besoins. Okay? Ici, je suis en train de mettre en contraste développement de l'enfant et enfant qui se développe. Okay? Lorsqu'on est parent, qu'on a à jouer cette responsabilité, c'est très peu utile, le développement de l'enfant. Si ça l'était vraiment, pensez-vous qu'on se serait rendu ici dans notre civilisation? Ça fait pas très longtemps que les enfants ont un développement. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, là. Ça fait peut-être un siècle et demi, que les enfants, tout à coup, sont mis à avoir quelque chose qu'on appelle un développement. Je pense qu'il y a plusieurs milliers d'années et dizaines de milliers d'années qui ont contribué à quand même faire en sorte qu'on survive comme espèce et qu'on prospère. Okay? Donc l'idée de développement de l'enfant, il faut vraiment la voir comme étant quelque chose qui est utile, mais qui n'est peut-être pas utile dans l'exercice du rôle de parent. Ce qui est probablement plus utile dans l'exercice du rôle de parent, c'est d'en faire un verbe, okay? Plutôt que d'en faire un nom. Okay? Le développement de l'enfant, ce n'est pas quelque chose que l'enfant a, par exemple, sur le dessus de la tête. Okay? Comme ça, puis ça a telle couleur, et puis ça a telle forme, et puis on va évaluer à ce moment-là la forme, l'épaisseur. Bon. Non, le développement de l'enfant, c'est un verbe. C'est une action. C'est quelque chose qui se passe, que l'enfant fait. Et c'est quelque chose qu'on fait avec lui aussi. Okay? Donc l'enfant, lui aussi, va se développer à travers ses relations, à travers ses liens. Et non pas le contraire. On va le stimuler et il va avoir telle caractéristique dans son développement. Non, c'est parce qu'il se développe qu'on va être invité à le stimuler de telle ou telle façon, à prendre soin de lui de telle ou telle façon. Et là, je vais vous donner une petite image là-dedans pour essayer de rendre ça un peu plus concret. Quand on parle du développement de l'enfant, est-ce qu'on en parle, j'ai dit un mot ou un verbe, mais est-ce qu'on en parle comme si c'était un instrument ou comme si c'était une pratique? Okay? C'est tout à fait important que l'on ait dans notre société cet instrument que l'on appelle le développement de l'enfant.
avec les enquêtes que Francine a évoquées tout à l'heure, ça nous permet de détecter des choses, de repérer des situations, de pouvoir identifier où est-ce qu'on devrait être en train de mettre des efforts et de l'argent sur certaines catégories de personnes plutôt que d'autres. Et donc, de ce côté-là, le développement de l'enfant, c'est un instrument. Un peu comme la guitare, comme ça, elle est là. Et puis, on peut s'en servir. Mais pour vraiment faire de la musique, OK? Et quand on entre en relation, qu'on va à la rencontre des parents, on n'a pas juste besoin d'un instrument. On a besoin d'une pratique du développement de l'enfant. On a besoin de réfléchir plutôt qu'à son développement, à l'enfant qui se développe. Plutôt que de réfléchir à ses problèmes, de réfléchir à ses besoins. Okay? La question des problèmes de développement, des retards et des difficultés de comportement, des diagnostics, c'est tout à fait utile pour pouvoir organiser un réseau de services autour des enfants et des familles. Sauf que c'est souvent pas très utile lorsqu'on travaille avec des familles. Et là, il faut qu'on passe de l'instrumentation à une pratique. On n'est plus juste avec une guitare, il faut qu'on joue avec cette guitare-là. Il faut qu'on fasse de la musique. La guitare, elle ne va pas la faire tout seul, cette musique-là. Okay? Et donc là, on doit penser à se trouver une plateforme. Et comme je l'ai dit, quand on est parent, ce n'est pas le développement de l'enfant qui est notre préoccupation, c'est notre enfant qui se développe d'un côté, de l'autre, il n'y a pas suffisamment vite, ou de manière inquiétante, puis bon, ou de manière à créer de la fierté, et puis bon, tout ça. Ce qui nous importe lorsqu'on est parent, c'est notre enfant, et pas son développement. Fait que quand on rentre avec le développement dans la vie d'un parent, on est en train de l'inviter à sortir de sa vie, puis à rentrer dans notre propre organisation. On est en train de demander à des parents, veux-tu m'aider à faire mon travail? Okay? Parce que dans mon travail, je dois remplir une grille. La grille, ça va, là, mais c'est à nous à la remplir et pas aux parents à être en train de faire en sorte de nous aider à le faire. Nous, notre travail, c'est qu'on est des partenaires de ces parents-là. Et après, le travail qu'on a à faire, c'est d'essayer de remplir la grille. Okay? Je vais, en terminant, okay? Très vite, finir avec une série de choses que, avec mon collègue Jean-Pierre Gagné, il y a 2 ans, 3 ans, on a fait une expérience un peu particulière où on a mis en dialogue des parents et des intervenants. Et puis, on a notamment tiré de ça des éléments qui ressortaient de la façon dont ces deux protagonismes comprenaient la rencontre. Hein, cette rencontre dont je vous parle depuis le début de mon propos, cette rencontre entre des intervenants et des parents, comment ils concevaient cette rencontre-là à partir de leur propre point de vue. Et puis, on en est venu à faire, je ne sais pas si certaines personnes ici étaient là, aux journées de la santé publique l'année passée. Jean-Pierre et moi, on a fait une petite pièce de théâtre, là, 5 minutes, où Jean-Pierre jouait le rôle de l'intervenant qui avait un discours sur cette rencontre, et moi, je jouais le rôle d'un parent qui avait aussi ce discours. On avait eu comme idée de partir de ce que probablement est devenu un classique ici au Québec, dans la chanson québécoise, La complainte du phoque en Alaska. Hein? C'est un classique. Pour les jeunes, ça manque à votre culture si vous ne le savez pas. Allez écouter ça, mettez ça sur YouTube, La complainte du phoque en Alaska. Et puis, fait que ce qu'on voulait faire, et que là, je me suis dit, c'est maintenant que je le fais. On n'a pas pu le faire au JAS parce qu'ils ne nous ont pas donné la permission de le faire. Bon. En fait, on a fait la complainte du parent en vulnérabilité. Okay? Donc, c'est crée-moi pas. Quelque part en vulnérabilité,
en vulnérabilité, il y a un parent qui s'ennuie en maudit. Ça commence comme ça. Et puis, je ne vais pas vous chanter, là, inquiétez-vous pas, je ne veux pas que vous partiez, mais je vais vous donner des phrases de parents, mais je vais vous donner aussi des idées qui ont émergé à partir de ce que les parents pouvaient nous dire. Puis, je trouvais que c'était un contexte intéressant ici pour partager ça avec vous. Donc, en général, nous, les parents, nous apprécions la présence et la participation d'autres personnes qui se soucient et prennent soin de nos enfants. En général, on est là. C'est pas toujours facile pour nous d'aimer nos enfants. Souvent, ils nous placent face à nos limites, nous poussent dans nos derniers retranchements. Nous avons besoin que d'autres personnes les aiment. Cela nous fait vraiment du bien de voir que nos enfants se sentent bien avec d'autres personnes. Je ne vais pas commenter, là. C'est partager la responsabilité entre nos enfants avec d'autres personnes. C'est aussi intéressant de voir qu'on met en place une équipe autour de notre enfant et de sentir un esprit d'équipe parmi les personnes qui gravitent autour d'eux. Je ne fais pas de commentaires. C'est encore plus intéressant de sentir que cette équipe fait partie de notre vie familiale, qu'elle est là pour notre famille et non pas le contraire, c'est-à-dire que notre famille fait partie de leur équipe. De l'autre côté de la médaille, il faut avouer que c'est particulièrement difficile pour nous de penser à la rencontre avec les intervenants en général. En réalité, ils sont tous différents, avec leur propre point de vue sur nos enfants, sur nous en tant que parents, avec leurs règles propres, et on peut difficilement les mettre dans le même sac. La rencontre avec chacune de ces personnes exige tout un travail particulier de notre part pour tisser une relation et les faire entrer dans notre vie. Chaque nouvel intervenant, c'est une nouvelle aventure pour nous. Par contre, nous sentons que de leur côté, les intervenants ont tendance à mettre les parents et les enfants tous dans le même sac. Nous ne sentons pas toujours que la rencontre avec nous compte autant pour eux que pour nous. C'est pour cela que lorsque le décalage est trop grand entre eux et nous nous protégeons, nous nous préservons. Nous n'en donnons pas plus que ce qu'ils vont en donner. De plus, assez souvent, nous avons l'impression que certains intervenants ne se rendent pas compte de ce que ça implique pour nous, tout ce qu'ils nous demandent de faire dans la rencontre et en dehors de celle-ci, et tout ce qu'ils nous disent à propos de nos enfants et de nous-mêmes. Ils ne se rendent pas bien compte que lorsqu'ils parlent de nos enfants, ils parlent aussi de nous. La rencontre avec un intervenant, loin de nous rassurer, peut fort bien avoir l'effet contraire. Elle peut nous rendre encore plus inquiets et notre vie devient encore plus compliquée. En premier lieu, ne pas nuire. Bon. Je finis là-dessus. Prendre du temps pour construire quelque chose avec nous, ce n'est pas du temps perdu. Cela va au-delà d'être écouté et reconnu lors des rencontres avec vous. Nous avons besoin de sentir que nous sommes ensemble autour de nos enfants. Nous nous rendons bien compte des efforts que cela peut vous demander à l'intérieur de votre organisation. Mais quand vous faites ces efforts, nous l'apprécions à sa juste valeur. Nous avons besoin de nous sentir à l'aise de vous amener avec nous dans notre vie quotidienne, en dehors de nos rencontres. C'est ce qui, à nos yeux, signifie vous faire confiance. Chaque rencontre avec vous implique une prise de risque pour nous. Cette rencontre est un champ d'action risqué qui demande des conditions favorables pour s'y engager et de prendre des précautions pour éviter de se faire blesser. La rencontre fait travailler autant les parents que les intervenants. Le principal défi est d'éviter le travail en parallèle ou en opposition. Créer une alliance entre les parents et les intervenants signifie de coordonner le travail que la rencontre exige de chacun d'eux. Je vais m'arrêter là-dessus parce qu'on pourrait avoir quelques instants pour... Ah oui, un gros 4 minutes bien gras.
C'est ça. Ben, je vais vous poser une question, plutôt que d'avoir des questions de votre part. Prenons 4 minutes, 5 minutes, plus que 4 minutes, hein? Moi, on négocie-tu pour 8? Non? OK, non, ça va. Je vais vous poser une question. Il y a probablement certains aspects plus particuliers de ce que j'ai décrit ici aujourd'hui, ce matin, qui vous interpellent un peu plus, qui attirent un peu plus votre attention. Et si vous aviez en un ou deux mots la possibilité de me redonner du feedback, hein, de me redonner comme une caisse de résonance, là, de savoir qu'est-ce qui a interpellé, qu'est-ce qui vous a touché plus particulièrement dans ce que je vous ai proposé comme idée, bien, ce serait intéressant. J'aimerais ça l'entendre un peu, avoir quelques éléments sur où est-ce que vous êtes, qu'est-ce qui a attiré votre attention, s'il vous plaît. Juste un instant, s'il vous plaît. J'arrive avec le micro pour que tout le monde puisse bénéficier de votre intervention. Puis ça veut dire qu'on va la faire courir. Donc, la prochaine intervention va être à l'autre bout là-bas, puis la troisième va être complètement à l'autre bout là. C'est bon. C'est bon. Oui, je t'en prie. Donc, ce qui a beaucoup attiré mon attention, c'est quand vous avez parlé là, que quand on aborde le parent avec le développement de l'enfant plutôt que ses besoins, l'effet que ça peut avoir sur eux, ça m'amène une grande réflexion. C'est bon. Je vous remercie. Excellent exemple, excellent modèle. Pas besoin d'être plus élaboré que ça. Oui. Là, vous allez la faire travailler plus. Là, hein, oui. C'est le fait qu'on entre dans leur vie, dans leur vraiment là, au quotidien. Quand on parle de leur enfant, on parle d'eux. On parle d'eux. On rentre vraiment dans leur quotidien. Oui. C'est personnel. Oui, tout à fait. C'est un grand privilège qu'ils nous font. Oui. La prochaine question aussi. Ah, on a un autre micro, oui, ici, devant la scène. Bien, moi, ce qui m'a interpellée, mon parcours, je vais en discuter dans la conférence que je vais faire tantôt, mais je suis conseillère, mon rôle présentement, c'est conseillère municipale. Et puis, ce qui m'a interpellée, je l'ai pris en note, lorsqu'on prend des décisions, il faut se mettre à la hauteur des enfants. Et puis, moi, je suis vraiment un parent avant d'être dans la politique. Là. Ça me faisait peur de me présenter, puis finalement, je suis dans ce rôle-là. Là. Oui, oui. Puis, il y a des décisions qu'on prend, puis je me mets vraiment à la hauteur, puis j'ai l'impression qu'il faut vraiment se mettre à la hauteur présentement. Oui. Oui. Et de penser les choses avec cette perspective, quelles que Vraiment. soient les choses que l'on a le mandat de penser. Exactement. OK, merci. Alors, je prends le relais en disant que ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on fait tous partie du même cercle et que quand on accepte que nos membres soient vulnérables, on vulnérabilise tout le cercle au complet. Fait que, voilà, c'est un beau rappel de ça, mais j'aime vos images, votre façon de le dire aussi. Merci. D'autres personnes? Ah, tu y vas? Là, j'ai dit, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose dans ce coin-là. Là, pour, ouais, c'est ça. Ben, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de jamais oublier que lorsqu'on parle d'un enfant, on parle aussi du parent en même temps. Puis ça, parfois, on l'oublie. On est porté des fois à faire une évaluation de l'enfant ou de donner un fait, mais on est vraiment en train de parler du parent aussi. Fait que ça, je trouve que c'est une analogie que je vais garder précieusement dans ma tête. Ouais. Ma nièce a une fille qui maintenant a 3 ans, mais lorsqu'elle avait 1 an et demi, on lui a dit que sa fille ne disait pas assez de mots. Comment vous pensez qu'elle l'a pris? Personnel. Okay? J'en fais pas assez. Elle est devenue invivable. Okay? C'est ça. Merci. Il faut que je le dise. Quand vous avez parlé de la vulnérabilité, dans le sens où est-ce qu'un enfant qui est vulnérable développe des liens, c'est comme ça qu'il se développe, cet enfant-là. Moi, ce que ça m'a fait penser, c'est nous, on est vulnérables comme humains, puis on développe des liens parce qu'on est vulnérable comme humains. Exact. Exact. Ça fait partie de l'existence humaine, la vulnérabilité. C'est pas quelque chose qui est là, à l'extérieur de nous, qui affecte telle personne en particulier. On est tous affectés par ça. Il y a certaines personnes qui le sont plus que d'autres. Okay? Il y a certaines personnes qui sont plus égaux que d'autres, là, comme disait le romancier. Là. Bon, ben... regarde là-bas, il faut que tu cours. Oui, là, c'est ça.
Yes! En fait, j'ai envie qu'on se rappelle puis qu'on n'oublie pas qu'on veut aider les parents à faire leur travail et non le contraire. Oui, oui, oui. Et pas le faire à leur place aussi. Ouais. Moi, ce qui m'a frappé, c'est maintenir la relation, pas juger. Puis ça, c'est à titre de mamie. C'est facile des fois pour moi d'avoir des jugements par rapport à comment moi j'ai été comme mère, puis voir mon fils, comment il est aujourd'hui. Puis il y a des choses qui sont différentes. Et ça m'a frappé la même chose l'année passée quand je suis venue ici. Fait que c'est à travailler dans mon cas. Oui. Mais je vais peut-être vous aider à travailler ça, parce que ce que j'ai dit, c'est pas de juger ou non. Okay? Ce que j'ai dit, c'est ce qui pose problème, ce qui est un indicateur d'absence de relation, c'est d'imposer nos jugements ou nos savoirs. Okay? Parce que le fait de juger, désolé, là, mais on fait tous ça. Et même, c'est ce qu'on cherche à apprendre à nos enfants, d'avoir du jugement. Donc, en quelque part, et lorsqu'on fait les formations, on nous apprend à juger, on nous apprend à avoir des savoirs. Ce n'est pas le problème, OK? Le problème, c'est d'inclure ça à l'intérieur de la relation avec les parents et encore plus de les imposer, ces jugements-là. Okay? De les inclure. Moi, c'est rare que quand je suis avec des parents, je vais me mettre à parler de l'attachement, par exemple. Ben, je dis, là, j'en connais un bout là-dessus. Là, okay? Mais c'est rare que je vais me mettre à parler de l'attachement parent-enfant quand je vais être avec des parents. Sauf qu'à un moment donné, je peux lever ma main et puis être en train de dire, j'ai quelques idées à ce sujet-là. Auriez-vous envie de les entendre? Okay? Puis, en général, pas tout le temps, mais en général, ils vont me dire, ben, oui, ça m'intéresse. Okay? Fait que là, je ne suis pas en train d'imposer mon savoir, je suis en train de le déposer. Hein? Si des parents font des choses vraiment bizarres avec leur enfant, je ne vais pas m'empêcher de juger ce qui se passe. Sauf que je vais lever ma main et je vais dire, là, je ne sais pas si tu le sais, mais tu es en train de me convaincre que tu n'as pas le taux ben quand il se passe telle affaire. C'est-tu ça ton objectif? Okay? Parce que là, je suis presque convaincu, là, plus tu continues, là, c'est ça que tu veux faire. C'est-tu ton objectif? Okay? Fait que ça s'appelle avoir une pratique qui vise à ne pas imposer nos jugements et nos savoirs, mais à les déposer, ces jugements-là. On ne peut pas s'empêcher de juger. Okay? Sauf qu'on n'a pas à déposer tous nos jugements et nos savoirs dans la relation que l'on a avec des parents. Ce n'est pas nous qui sommes le centre. C'est eux et leurs enfants qui sont le centre. Merci beaucoup. C'est bon. Là, il est 10h30. Fait que, à peu près, hein? Oui, c'est parce que j'ai envie d'aller à un autre endroit aussi. Non. Je pense peut-être certaines personnes aussi ont envie d'aller prendre un café, mais aussi aller à l'autre endroit. Mais je pense que ça va être plus problématique pour les femmes que pour les hommes d'aller à l'autre endroit. Et donc, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, Carl Lacharité, merci beaucoup. J'ajouterais, moi, à votre... parmi les commentaires qui ont été présentés aujourd'hui, j'ajouterais que ça prend de l'humilité, en fait, tant chez le parent que chez l'adulte qui intervient en collaboration avec le parent, avec l'enfant. Ça demande de mettre l'ego de côté, non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Un grand merci, Carl Lacharité, vraiment. Alors, pour clôturer la journée, les deux prochains invités sont à nouveau Carl Lacharité, que vous avez vu plus tôt aujourd'hui, mais également Violaine Bélanger, qui est étudiante au doctorat, agente d'accompagnement et liaison, dis-je bien, régionale chez Avenir d'enfants de la Naudière. Ils sont donc tous deux invités à être de grands témoins de cette journée, être grands témoins d'avoir observé et aussi faire part de leur impression pour l'occasion. Vous l'avez sûrement vu aujourd'hui ensemble ou pas ensemble, en fait, prendre le pouls en fait, de ce qui se passait aujourd'hui. Ils vont vous livrer leurs impressions de grands témoins sur ce qui a attiré leur attention au cours de la journée et sur les réflexions que ça a pu susciter en eux et qui
j'en suis certaine, a fait le même travail de votre côté. Alors, Carl Lacharité et Violaine Bélanger, à vous la parole. En fait, on s'est sciemment évité tout le reste de la journée. Je vais laisser la parole à Violaine. En fait, Carl, tu as bien mis la table ce matin avec ta conférence initiale qui nous mettait en fait en relation avec nous-mêmes et tous ces rôles-là qu'on peut jouer dans une vie. Ceux qui nous intéressaient particulièrement, c'était ceux d'être intervenants et ceux d'être parents. Donc, ce que j'ai pu observer, peu importe l'atelier dans lequel j'ai participé, puis désolée pour les conférenciers qui me voyaient entrer et sortir, ou même vous déranger parfois. Je m'excuse, j'ai essayé d'être le plus subtil possible, mais je voulais capter quand même le plus possible ces intentions-là qui étaient véhiculées. Et puis, les propos que vous partagiez ensemble sur ce thème-là de la parentalité, étant nous-mêmes soit parents ou grands-parents, ou comme disait Carl, en ayant un lien avec des enfants dans notre environnement ou notre communauté. C'est là où on voit que ça part souvent d'une référence à soi, vis-à-vis son vécu, et puis d'une référence envers l'autre aussi. Ce que l'autre peut nous apporter. En l'occurrence, c'était soit ce que peut nous apporter les parents ou ce que peuvent nous apporter les enfants aussi dans leur propre cheminement ou dans leur propre parcours, et puis de ce que nous pouvons, en l'occurrence, aussi leur porter comme meilleure intention. Ceci dit, quand on parle d'intention, ça nous fait migrer vers cette intention commune-là. Ça nous donne un mobile pour agir, pour améliorer des choses. On parlait de briser l'isolement, ça c'était important, que ce soit du côté des intervenants, mais aussi pour se rapprocher des familles. Diminuer les préjugés, bonifier notre mode d'accueil peut-être ou notre posture d'accompagnement pour ces familles-là, pour ne pas leur imposer une façon de faire ou une façon de voir, mais bien de s'inspirer de leur façon de faire ou de leur façon de voir. Puis là, ce que je dis là c'est moi, je trouve que c'est des beaux propos, ce n'est pas les miens, ce sont les nôtres ou les vôtres que j'ai entendus. Tout ça nous amenait ensuite vers un mobile commun. C'est ce mobile-là qui nous porte à agir puis qui nous donne cette volonté, ou bien non, cette opportunité d'être créatif et d'agir en collectif. On s'en allait vers le collectif, le besoin de s'unir, de se réunir, parce qu'on sait qu'individuellement, on peut aller plus vite, mais qu'ensemble, on peut aller plus loin. On peut s'investir aussi dans un parcours qui commence à la petite enfance ou qui commence au début de la vie de parents, soit de la grossesse, mais aussi lors des transitions subséquentes qui vont se passer au secondaire, au collégial, à l'université, qui va se passer aussi dans notre communauté par des déménagements, par d'autres accueils dans d'autres environnements. Tout ça dans une intention de donner vie à ce vécu-là, mais surtout de faire sens, je pense, avec le vécu de chacun. Le respect, la communication, c'était tout aussi important, de sorte à ce qu'on puisse vivre une expérience ou amorcer une exploration commune, d'aller à l'intérieur d'un parcours développemental, qui part de l'un, qui va vers l'autre et qui fait ces allers-retours-là entre qui je suis, qui je deviens et qui vous êtes ou qui nous sommes. C'est ce qui nous amenait à créer des relations de sorte à faire équipe, faire alliance, créer cette relation, puis bâtir à partir de cette relation. Vous le faites et vous le dites en devenant ambassadeur. J'ai entendu aussi beaucoup les mots acteur, tout ce pouvoir d'agir-là, et de précieux collaborateurs. Et ça, tout azimut, qu'on soit parents, intervenants, vous avez tous nommé cette intention, cette volonté-là. Et en résumé, ça amenait certainement vers le mot engagement. Bravo, j'ai été pas mal touchée par
par vos propos, puis surtout par les démarches que vous entamez à chaque jour, au quotidien, que ce soit auprès de vos propres enfants ou auprès de ces familles-là. Merci, Violaine. Merci. Moi, j'ai utilisé une autre stratégie de grand témoin que celle que Violaine a utilisée. J'avais décidé déjà d'avance de me concentrer toute mon attention sur 2 ateliers, un le matin et un l'après-midi. Le matin, j'ai eu le bonheur d'assister à l'atelier de Bernard. Est-ce qu'il est ici, Bernard? Il a quitté le Snowro. Je voulais le féliciter publiquement. Et donc, et cet après-midi, j'ai aussi eu le bonheur, et je vous dirais aussi la grande chance d'assister à l'atelier de Joël Monzé. Et j'avais pas sur ma petite... donc, j'étais un clandestin. Hein? Fait que... Et je voyais des gens qui étaient repoussés à la porte. Et puis là, je me faisais de plus en plus petit sur ma chaise, juste pour ne pas me faire remarquer. Ça a marché. Ça a marché. Mais j'avais quand même un certain privilège là, de pouvoir faire ce genre de choses parce qu'on me demandait de vous parler cet après-midi pendant quelques instants. Donc, félicitations aussi à Joël pour l'excellent atelier. Ce que j'ai fait, donc, en étant dans chacun de ces ateliers, c'est j'essayais de faire le lien, pas juste entre ce que les animateurs, les conférenciers pouvaient dire, mais aussi en termes des réactions, des questions, des commentaires que les gens apportaient. Et de faire le lien entre ça et le thème de la journée d'aujourd'hui, donc cette question de la complicité avec les parents. L'atelier sur les pères a permis de rendre visible pour moi l'importance des relais. Okay? Lorsque on est en train de vouloir rejoindre des parents, et l'atelier sur les pères a mis en évidence la grande difficulté qu'on a à rejoindre des pères, okay? Quelle que soit l'organisation de service dans laquelle on se trouve, c'est une question qui revient constamment. Mais les pères ne sont pas les seuls parents, la seule catégorie de parents pour lequel on se pose cette question de comment on peut les rejoindre, ces parents-là. Et donc, ça a mis en évidence, cet atelier, l'importance de créer ces relais-là. On ne peut pas arriver et puis s'approcher, par exemple, d'un père ou d'un parent, d'une mère que l'on considère comme étant difficile à rejoindre, juste en disant « voici ce que j'ai à t'offrir ». Ou en l'annonçant sur une pancarte, sur une affiche, voici une activité que nous considérons importante pour vous. Okay? Il y a tout un chemin à être en train de penser pour faire en sorte que ces personnes-là partent de l'endroit où ils sont et s'en viennent à l'endroit où vous voulez les rencontrer. Mais il y a également le contraire. Il y a tout un chemin à être en train de baliser pour aller vers eux aussi. On se retrouve souvent dans la société dans laquelle on vit à avoir une foule de relais pour que certains types de parents puissent circuler comme ça facilement de leur vie vers les services, parce que ces ponts-là, ils sont là, les chemins sont balisés, c'est même parfois des autoroutes. Okay? Et donc là-dessus, ça va bien. Mais tous les autres parents pour qui c'est difficile, ben ils ne sont pas là, ces relais. Ça m'a fait penser, entre autres, je ne sais pas si vous connaissez ce film dans lequel Kevin Costner a joué, ça fait à peu près 20-25 ans. Le film s'intitule « Un champ de rêve », « A Field of Dreams », et puis où on voit un fermier qui fait pousser du maïs. La nuit, il entend, et puis le jour aussi, il entend une phrase qui lui est chuchotée « Bâtis-le et ils vont venir ». Wow! Et puis... Et là, à un moment donné, il se demande quoi, puis il se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en lien avec le baseball. Et tu te dis, wow, bâtis-le et il va venir.
Et puis là, il se dit, mais là, bâti quoi, un stade de baseball? Et il décide de prendre une grande partie de son champ de maïs pour bâtir un stade de baseball avec le terrain, les estrades, les lumières. Et puis là, les gens autour de lui, qu'est-ce qu'il fait là? Il est complètement en train d'être... Il a perdu la cape, là. Et puis, il va faire faillite. Okay? Mais à un moment donné, le soir, il se met à arriver des gens à travers le champ de maïs qui se présentent sur le terrain de baseball. Et c'est des hommes, des jeunes hommes, habillés en uniforme de baseball, mais des années 20, 30. Et puis, il se rend compte que ce sont des fantômes. Okay? Et il se rend compte à un moment donné qu'une de ces personnes, c'est son père. Son père qui est décédé, mais qui avait comme grand rêve de jouer dans une équipe professionnelle de baseball. Et il n'a jamais eu la possibilité de réaliser ce rêve-là. Et là, Kevin Costner lui offrait cette possibilité de pouvoir accomplir son rêve. C'est un film. OK? Ça ne marche pas de même dans la vraie vie. OK? Ça, on appelle ça de la pensée magique. OK? Donc, lorsque on est en train de réfléchir à comment on peut rejoindre, quel genre de lien nous amène à pouvoir faire en sorte qu'on puisse aller à la rencontre, qu'on puisse faire en sorte que des parents puissent nous rencontrer, on ne peut pas avoir une pensée magique. Il faut qu'on ait une pensée très concrète. Quel genre de chemin, nous et eux, on a à faire pour pouvoir faire cette rencontre. Okay? Si on n'a pas de chemin, désolé, on n'y arrivera pas. Fait que ça m'a amené à être en train de mettre en évidence l'importance d'une pensée très, très concrète sur comment on arrive à entrer en contact. Où est-ce qu'on va rencontrer les gens? Sur quel terrain on les rencontre? Quand on les invite chez nous, comment on s'assure qu'ils connaissent l'adresse, hein, de manière métaphorique? Et comment on leur donne un Google Maps pour qu'ils puissent s'en venir? Et comment ils ont quelque chose pour pouvoir se véhiculer jusque chez nous? Okay? Donc, toutes ces choses-là sont importantes à réfléchir. Certains m'ont déjà entendu raconter l'histoire suivante, qui est une histoire vraie. Okay? Je vais la répéter ici parce que je trouve qu'elle est tout à fait pertinente. J'appelle ça l'histoire du coupong. À un moment donné, où je vais commencer comme toutes les histoires, il était une fois un groupe de personnes, d'acteurs, qui se réunissaient une fois par mois pour être en train de réfléchir ensemble à comment on va être en train d'intervenir et de travailler autour de familles qui vivent d'énormes difficultés dans la réponse aux besoins de leurs enfants. Pour ne pas les nommer, des familles qui sont signalées pour une problématique de négligence. Okay? Et là, autour de la table, il y avait des gens de la protection, des gens de la prévention psychosociale, il y a des gens des CPE, des services de garde, des écoles, bon, organismes communautaires. Et l'objectif, c'était d'apporter, à chaque fois qu'on se rencontre, une situation pour laquelle on souhaitait mettre au travail un peu tout le monde. Okay? Cette importance de réfléchir à ce qui se passe dans une situation, puis comment on peut apprendre de cette réflexion collective. Et là, il y a une éducatrice dans un service de garde qui amène la situation suivante. Elle dit, bon, là, on a un problème, nous, dans notre CPE. Elle dit, on a un petit garçon de 4 ans qui est actif, puis tout ça, mais il a les ongles longs. Et puis, il griffe les autres. Puis bon, parfois c'est intentionnel, on s'en rend compte, là. Mais souvent, ça ne l'est pas non plus, parce qu'il est actif, puis bon, il griffe les autres. Donc, on a demandé à la maman, est-ce que vous pouvez lui couper les ongles? Ça l'aiderait vraiment. Et la maman, oui, je vais le faire. Le lendemain, le surlendemain, la semaine passe,
et les ongles ont encore poussé plus long. Et là, les éducatrices, les gens dans le CPS, disent, regarde, là, faut répéter. Hein? Donc, au début de la semaine suivante, ils ont repris cette intervention avec la maman, mais de manière un petit peu plus intense. Vous savez, un peu comme nous, quand les parents, là, on veut demander à nos enfants d'aller se coucher, on répète une première fois, puis après ça, on répète une deuxième fois, mais un peu plus fort, avec un peu plus de poids. Là. Donc, ça a été fait. Là. Vous voyez, là, c'est vraiment important que, par exemple, Jonathan puisse avoir les ongles plus courts. C'est important, là. Vous me comprenez, là? C'est important de couper les ongles de Jonathan le plus tôt possible. Allez-vous le faire? Allez-vous le faire ce soir? Et la mère, oui, excusez-moi, j'ai pas eu le temps. Puis bon, ça m'est sorti de l'esprit. Puis bon, il faut le faire, là, ce soir. Le lendemain, c'était pas fait. Non, OK. Le surlendemain, c'était pas fait. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Là, c'est l'ultimatum. Okay? Donc, il était passé à cette étape de l'ultimatum. Là, madame, c'est vraiment important. Là, si votre fils n'a pas les ongles coupés, demain, il ne viendra pas au service de garde. Bon. Puis là, ça n'avait pas marché non plus. Et là, pour être cohérent avec... il s'était peinturé un peu dans le coin, là. Pour être cohérent, ben, ils ont demandé à la mère de garder l'enfant à la maison tant qu'il n'y aurait pas les ongles coupés. Et là, il apporte cette situation dans le groupe pour en discuter. Et il y a quelqu'un dans le groupe qui pose la question bien candide. Qu'est-ce qui empêchait la mère de couper les ongles de son enfant? Et les deux personnes du CPE, ils se regardent, puis c'est pas. OK? Bien, probablement que ça serait intéressant de faire en sorte de mieux connaître ce qui se passe pour cette mère-là. Ça s'est arrêté là avec la directive que le mois suivant, on ferait un petit retour là-dessus. Et quand le mois suivant, on s'est revus, ben, on a pris quelques instants pour revenir sur cette situation et l'éducatrice nous a raconté l'histoire suivante. Le lendemain de notre rencontre, on a rappelé la maman pour lui dire, bon, regardez, là, on veut vraiment essayer de faire en sorte de travailler avec vous pour trouver une solution. À quoi? Aux ongles. OK? Et puis, donc, est-ce qu'on peut se rencontrer pour pouvoir en discuter? Et là, ils se sont intéressés à ce qui se passait pour cette mère. C'était une mère qui était en situation de monoparentalité. Elle avait 4 enfants. Évidemment, le petit de 4 ans, le petit Jonathan, c'était pas le plus jeune. Il y avait 2 enfants plus jeunes. Il y avait un enfant plus âgé. Elle était arrivée, elle était déménagée dans cette ville juste quelques mois auparavant, parce qu'elle avait suivi son nouveau conjoint. Okay? Mais là, son nouveau conjoint venait de la laisser. Fait qu'elle se retrouvait toute seule, avec 4 enfants, aucun réseau social. Okay? Et là, elle racontait que j'ai vraiment essayé de couper les ongles de mon enfant, mais je n'ai pas de coupe-ongles. Et j'essayais. La seule chose que j'avais, c'était des ciseaux. Et quand j'essayais d'approcher mon enfant pour y couper les ongles, il paniquait. Okay? Il avait peur de moi. Là, je pleurais, puis je ne savais pas quoi faire. Et puis, un coupe-ongle. Okay? Ce n'est pas compliqué pour nous, un coupe-ongle. Mais vous savez, les coupe-ongles, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique? Ils se perdent facilement. Okay? Et c'est ça, il y a probablement, comme dans une galaxie près de chez vous, il y a probablement une galaxie où il y a juste des coupe-ongles. Okay? C'est ça. Oui, exact. Et donc, il se retrouvait à se rendre compte que des choses très simples dans notre vie de tous les jours peuvent être considérablement compliquées pour d'autres personnes. Et que acheter un coupe-ongle quand tu as 4 enfants jeunes, c'est pas évident à faire. C'est pas évident que tu vas trouver l'argent pour le faire, que tu vas trouver le temps pour faire ça.
Et ce qu'ils ont fait finalement, c'est qu'ils se sont dit, « Ah, OK, mais regarde, on va s'asseoir ensemble, on a un coupe-ongles ici, puis on va couper les ongles de Jonathan ensemble. » Tout ça, ils pensaient, les éducatrices, là, ils pensaient même à faire un signalement pour une situation comme ça au départ. Là, on dit, on va respirer par le nez. Donc, cette question des relais est tout à fait importante. L'atelier avec Joël a fait remonter sur le dessus du panier l'importance de la dynamique relationnelle dans la rencontre entre les parents et les professionnels. Et une des choses que j'ai notées, puis je vais terminer là-dessus, une des choses que j'ai notées, c'est notre grande difficulté à se retrouver, à négocier des désaccords. Okay? L'idée de complicité, elle est intéressante, mais comme n'importe quelle médaille, elle a toujours un autre côté. Avec l'idée de complicité, il y a aussi l'idée que les choses devraient bien aller puis qu'on devrait s'entendre tout le temps. Ce n'est pas le cas. Okay? Il faut être en train de se dire, on va être probablement plus souvent en train de ne pas s'entendre, d'être en désaccord, que d'être sur la même longueur d'onde lorsqu'on travaille avec des parents ou lorsqu'on est parent et qu'on travaille avec des personnes du réseau. Et de ce côté, c'est quoi notre pratique? C'est quoi nos connaissances et nos habiletés pour pouvoir négocier et continuer d'être en relation lorsqu'on n'est pas en accord sur ce qui se passe? Lorsque même on peut avoir des valeurs très, très différentes, comment on peut rester à vivre un à côté de l'autre et à travailler avec ces personnes-là lorsqu'on est dans une situation comme ça? Et ça m'a rappelé, je vous suggère un petit livre qui s'appelle, en anglais, ça s'intitule « Collaborating with the Enemy ». Collaborer avec l'ennemi. Okay? Certaines personnes le connaissent. Je vous conseille de lire ce livre-là. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas le choix de se retrouver à travailler avec quelqu'un avec qui on n'a absolument rien en commun? Okay? Parce que ça va arriver quasiment tout le temps. Et j'arrête là-dessus et je vous demande, nous on était témoins, Violaine et moi, et je vous demande de prendre quelques instants pour passer en revue la journée que vous avez passée ici avec les autres personnes, les choses que vous avez entendues, les interventions que vous avez entendues de la part des conférenciers, des animateurs, mais aussi de la part de vos collègues. Et je vais vous poser la question, si vous avez à repartir aujourd'hui avec une chose que vous avez appris et que vous souhaitez apporter avec vous dans votre travail et dans votre vie, et que vous souhaitez qu'au cours des prochaines semaines, vous voulez vous la rappeler, cette chose-là. Un peu comme si vous aviez à écrire sur une carte, voici ce que je veux me rappeler au cours des prochaines semaines de ce que j'ai appris ou j'ai entendu ici. Première question auquel vous pouvez répondre. L'autre question, ça peut être celle-là où vous voulez juste répondre, prenez quelques instants pour passer en revue ce que vous avez fait aujourd'hui, ici, et identifiez une chose qui vous a vraiment fait du bien et avec laquelle vous voulez repartir. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Je vous laisse juste quelques instants, puis avant de se quitter, je vais demander à des personnes s'ils veulent partager une expression, un mot, une courte phrase sur soit quelque chose que vous avez entendu, vu, qui vous a fait du bien, avec lequel vous repartez, ou soit quelque chose qui a du sens pour vous et puis que vous voulez apporter dans votre vie pour un peu vous donner un défi, un peu vouloir appliquer cela de façon plus constante, où il y a quelque chose de nouveau que vous avez appris, que vous voulez appliquer dans votre travail ou dans votre vie. Je vous laisse quelques instants. Oui. On peut-tu partir avec vous? C'est une option. C'est une option. C'est pas la première sur ma liste, mais c'est une option. Ça part fort. OK.
D'autres éléments que vous auriez envie de partager. Je reprends l'idée de caisse de résonance aussi, hein, ici, que j'ai évoquée ce matin. Donc, comment on peut faire une caisse de résonance en identifiant un certain nombre de choses avec lesquelles vous repartez? Quelque chose que vous avez appris ou quelque chose qui vous a fait du bien? Oui. En fait, j'ai trouvé que c'était très intéressant toute la journée. Mais surtout, pour moi, c'est une belle réflexion. C'est important là, de s'arrêter pour réfléchir à ça. Je pense que ça peut être... OK. Donc, l'idée de réflexion et puis de continuer aussi à réfléchir, à se trouver des moyens pour des conditions pour pouvoir réfléchir. Là, je vais vouloir qu'on aille dans ce coin-là aussi, hein, parce que... Non, vas-y. Non, vas-y. Moi, je retiens la phrase, je pense que c'est vous, ou en tout cas, on était à côté quand on l'a entendu, apprendre à surfer avec les parents au lieu d'affronter la vague. C'est Joël. Oui, c'est Joël. Puis, qu'est-ce qui a fait du bien? Moi, je pense, je vais parler pour moi dans ma journée, c'est dans des agendas hyper occupés d'avoir pris le temps de garder cette plage horaire-là libre pour venir ici. C'est déjà un accomplissement. Tout simplement. Et c'est ça qui m'a fait du bien. OK. Merci beaucoup. Super. Il y a comme une conviction, hein, là, je fais quelque chose qui est important quand je fais ça. C'est bon. Hein, Violaine est pas mal proactive. Oui, fais comme les journalistes, Violaine. Tu plantes le micro devant quelqu'un puis tu dis qu'en pensez-vous? Oui. Mais je sens comme un aura qui fait non. Mais j'ai retenu l'évaluation interpersonnelle entre soit les intervenants des parents, les profs des parents, les enfants, tout le monde, dans le fond. Il faut considérer vraiment la personne parce qu'on ne peut rien faire si on n'est pas en relation. OK. Donc, le rôle incontournable pour faire le travail que l'on fait, le rôle incontournable de prendre soin de la relation, de l'établir, de la maintenir et d'en prendre soin. OK, super. Oui. Moi, ce que je retiens, c'est l'interdépendance puis la complémentarité des rôles de chacun. Oui. Puis ce qui m'a fait du bien, c'est de voir tout ce monde-là réuni avec chacun des fonctions spécifiques pour être complice avec les parents. Je pense que c'est juste ça, c'est vraiment magnifique de voir ça. Oui. Ça fait du bien hein, de voir des gens réunis autour d'une même cause, d'un même motif, avec un objectif commun. Un peu comme on a vu vendredi passé avec les manifestations pour le climat. C'est bon. Oui, vas-y. Bien, je vais parler au nom des 3 autres parents qui venaient aujourd'hui en tant que parents. Merci. Merci. Je vais pleurer. Alors, merci de prendre votre temps pour venir assister à un colloque comme celui-ci, pour vous outiller, pour mieux nous rejoindre. J'espère que les parents aussi vont... Bien là, on est juste 3, on va essayer 4 plutôt. Il y en a d'autres, on travaille là-dessus, mais... Oui, je comprends. Mais je pense que les parents aussi ont un travail à faire de leur côté, de ne pas oublier qu'ils font affaire pas juste à un fonctionnaire de la ville, c'est une personne qui a une réalité. Puis je vais finir avec, pour élever un enfant, il faut un village. Donc, c'est une preuve que c'est vraiment le cas ce soir, aujourd'hui. Oui. Donc, merci encore, vraiment merci, au nom des parents et des enfants. Bien, peut-être que je parle au nom de tout le groupe, mais je vous remercie aussi pour la prise de risque que ça implique de vous présenter ici, premièrement, mais aussi d'être en train de prendre la parole. Ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une prise de risque. Quoi d'autre? Dernière chose? OK. Moi, je vous dirais un énorme merci pour votre collaboration, pour votre participation aujourd'hui, votre apport à ces ateliers et à la journée. Carla Charité, Violaine Bélanger, merci. Une bonne main d'applaudissements. De même que pour nos conférenciers aujourd'hui, les parents impliqués, en fait, tous ceux et celles qui ont participé.